Bonjour à tous. On va démarrer cette conférence de presse. Comme on l'a annoncé, elle sera en deux parties. La première qui va porter sur le sujet des arrêts de travail, parce que vous savez que ça nous a tous beaucoup mobilisés depuis le mois de juin et que ça continue malheureusement. C'est un sujet polémique et qui mérite d'être analysé et étudié. Et en deuxième partie, nous parlerons des négociations conventionnelles qui se rouvrent et du travail qui nous attend. Sur le premier sujet, cette campagne lancée par la CNAM début juin 2023 avait pour objectif annoncé de mettre la pression sur les médecins qui prescrivent trop d'arrêts de travail. Je vous rappelle que le ministre de l'économie à l'époque, publiquement sur les médias, a dénoncé ces médecins généralistes qui prescrivent trop d'arrêts de travail. C'est donc une commande politique derrière la campagne lancée par la CNAM qui déclare qu'il y a trop d'indemnités journalières, trop d'arrêts de travail. On pourrait presque aussi bien dire qu'il y a trop de malades. Hein. C'est donc pas un diagnostic médical, mais c'est un diagnostic financier qui est fait derrière, ce qui nous pose quand même question. Ça a eu un impact direct sur la profession, mais c'est ça qui était souhaité, puisque c'est une pression sur la profession qui souhaitait être exercée pour qu'on baisse tous nos prescriptions, mais aussi et surtout sur les médecins qui ont été ciblés, qui ont ressenti ça de façon très violente et vraiment qui ont été et qui restent très perturbés. MG France a accompagné tous les médecins qui nous ont fait la demande partout sur le territoire français, dans tous les départements, dans les commissions des pénalités. Et je remercie les membres du syndicat qui vraiment se sont mobilisés nombreux parce que ça demande beaucoup de travail et accompagner des collègues en souffrance, vraiment, c'est pas facile. Donc vraiment, merci aux adhérents et aux cadres du syndicat qui ont répondu présent. Jean-Christophe, toi qui t'occupes de répondre aux demandes qui nous sont faites, est-ce que tu peux nous faire un point de situation aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc évidemment, on a été très souvent sollicité sur notre messagerie par des confrères qui étaient mis en cause. Et on a rapidement vu que d'abord c'était une campagne d'ampleur, bien entendu, ça la CNAM l'avait annoncé, mais surtout que c'était pas du tout les mêmes que d'habitude qui étaient ciblés. Je m'explique. On avait l'habitude de défendre, entre guillemets, des gens qui étaient véritablement abusifs dans leurs prescriptions, avec des volumes de prescriptions tout à fait anormaux. Et là, on s'est très vite aperçu qu'on avait à défendre des gens qui travaillaient normalement. Et c'est ça qui nous a choqués. Et c'est pour ça que on a réagi aussi fort. Voilà. On va peut-être projeter des diapos pour vous expliquer un peu sur quoi on se base. Voilà, donc on se base sur le relevé individuel d'activité et de prescription. C'est un document qui nous est envoyé tous les 6 mois par l'assurance maladie dans un but de pédagogie pour pouvoir comparer notre activité avec l'activité moyenne. C'est des statistiques qui sont faites au niveau des circonscriptions, entre guillemets, des directions locales du service du contrôle médical, du service médical des caisses d'assurance maladie. Et donc, ça permet aux médecins de situer ses prescriptions par rapport à la moyenne locale. Voilà. Diapo. Voilà comment se présentent ces relevés. La diapo suivante, voilà. Hein, donc c'est un tableau avec deux grandes colonnes, votre situation et le référentiel régional, qui permet de voir si on a un nombre de consultations dans la moyenne, si on fait autant de visites ou moins de visites que les autres, si on prescrit en montant moyen beaucoup plus que les autres. Et puis il y a des cases qui nous interpellent particulièrement dans ce cas-là, c'est la case nombre d'IJ. Ça, c'est le nombre total d'IJ prescrits sur la période, indemnité journalière, bien sûr. Et puis un peu plus bas, le pourcentage des actifs ayant eu des indemnités journalières. C'est-à-dire par patient en âge de travailler, combien ont reçu une prescription d'arrêt de travail. Et puis enfin, vous avez en bas la structure de la patientèle, c'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de jeunes, est-ce qu'on a beaucoup de vieux, est-ce qu'on a beaucoup de très vieux. Voilà. Donc tout ça, ça permet d'analyser grosso modo l'activité d'un praticien. Alors, toi qui as accompagné les gens, est-ce que tu peux nous donner des exemples qui mettent en évidence comment les redressements statistiques, puisque la CNAM explique qu'elle cible les gens en comparant
les patientèles et les activités et les prescriptions à la moyenne régionale. Donc, peux-tu nous donner des exemples de ces redressements? Oui, bien sûr. On va passer à la diapo suivante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiffres qui sont donnés par ces relevés font une comparaison brute par rapport à la moyenne régionale. Et par exemple, si je prends le cas de cette jeune femme qui a une patientèle de gynécologie essentiellement parce qu'elle a fait un DU de gynécologie, qui exerce dans une zone urbaine défavorisée, eh bien, je regarde sa patientèle et je m'aperçois qu'elle a, par exemple, la flèche verte, la première flèche verte, elle a près de 50% de sa patientèle qui sont des gens qui sont en ALD. La deuxième flèche verte, elle a près d'un quart de sa patientèle qui sont des patients en difficulté sociale puisqu'ils sont titulaires de la C2S. Et si vous regardez encore un petit peu plus bas, la structure de sa patientèle, eh ben, elle a comme la moyenne régionale les mêmes, à peu près les mêmes chiffres pour les gens jeunes actifs, pour les gens vieux actifs et pour les gens franchement à la retraite. Voilà. Donc, quand on regarde l'activité de cette jeune femme, elle a effectivement une activité qui est très particulière, qui n'est pas du tout la même que celle de la moyenne. Or, quand on va redresser les statistiques chez cette jeune femme, eh bien, on va éliminer les patients exonérés, c'est-à-dire ceux qui sont en ALD. On va pondérer par rapport à la C2S, et donc on va obtenir des chiffres qui vont être complètement différents de la réalité. Vous voyez, si on remonte un peu dans le tableau, en nombre d'IJ, cette jeune femme était déjà au-dessus de la moyenne de prescription dans sa région, avec 7000 IJ contre 2200 pour la moyenne. Mais ça s'expliquait par la structure de sa patientèle, c'est-à-dire qu'elle a une patientèle gynécologique avec beaucoup d'ALD, donc vraisemblablement beaucoup de cancers gynécologiques à suivre, avec des arrêts longs, puisque c'est des traitements lourds et donc des arrêts parfaitement justifiés. Si on élimine tout ça et qu'on essaye de redresser la patientèle pour la faire coller à la moyenne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas 50% de patients exonérés et 25% de patients en C2S, eh bien, on obtient des chiffres qui sont complètement délirants puisque son nombre d'IJ redressés passe à 11 000 au lieu de 7 000. Et là, on se retrouve à 5 fois la moyenne, à plus de 5 fois la moyenne régionale. Donc, effectivement, elle a été ciblée et comme l'anomalie statistique nous paraissait vraiment absurde, on a signalé ce cas à la CNAM qui nous a immédiatement dit « Ah bah oui, ça c'est vraiment excessif, on va supprimer ce cas ». Voilà. Diapo suivante. Encore un exemple, alors là c'est un exemple complètement différent, c'est un médecin âgé, il a 65 ans, il est en train de diminuer sa patientèle en vue d'arrêter son activité, il comptait s'arrêter dans 2-3 ans, il exerce en zone semi-rurale et donc lui si on regarde la structure de sa patientèle, ben on s'aperçoit qu'il a aussi énormément de patients en ALD et puis qu'il a surtout beaucoup de patients qui sont âgés de 60 à 69 ans, voire de 70 ans et plus. Donc, il a une patientèle qui est complètement déséquilibrée par rapport au référentiel régional. Beaucoup plus de patients âgés, beaucoup moins de patients jeunes. Donc, effectivement, quand on va supprimer les ALD qui concernent surtout des patients âgés, eh bien, on va lui rajouter des jeunes artificiels. Et là, c'est pareil, ce médecin qui se retrouvait avec des prescriptions d'IJ qui étaient un petit peu inférieures à la moyenne régionale, eh ben, il va passer effectivement au double de la moyenne régionale, simplement parce qu'on a fait un redressement statistique tordu. Voilà. Ces redressements statistiques, ils sont destinés, au départ, c'est une bonne intention, à essayer de comparer mieux des patientèles, mais on s'aperçoit que quand il y a des patientèles qui sont très atypiques, eh bien, ce redressement statistique donne des résultats complètement aberrants. Alors, effectivement, probablement que pour la moyenne des médecins, on a effectivement des chiffres qui restent à peu près dans le raisonnable, mais sur les bords de la courbe de Gauss, eh bien, effectivement, on a des aberrations majeures. J'ai des dizaines de relevés comme ça d'activités en stock après quelques semaines d'assistance aux équipes locales et on a toujours l'impression que en faisant des redressements statistiques sur des échantillons faibles, on aboutit à des redressements hasardeux. Du coup, qu'est-ce qui se passe?
on a des mises en cause qui sont complètement atypiques, qui ne sont plus du tout des prescripteurs excessifs, mais qui sont des prescripteurs normaux par rapport au type de patientèle qu'ils ont. Et donc, on arrive à des injustices flagrantes. Diapo. On arrive à avoir des médecins parfaitement consciencieux et raisonnables qui sont ciblés et qui donc se retrouvent en procédure avec leur CPAM, avec de gros dégâts psychologiques et avec effectivement des décisions de cessation d'activité anticipée, des prises de traitements psychotropes pour soutenir ces gens dans la difficulté et des grosses difficultés effectivement à gérer ce management toxique que l'assurance maladie met en place. C'est exactement, l'assurance maladie nous a dit qu'elle cible des entreprises qui ont un taux d'IJ trop important parce qu'elle les soupçonne d'avoir un management toxique, et ben elle fait exactement la même chose avec nous. Hein. Et donc, évidemment que les chiffres nationaux risquent de baisser parce que les gens ont peur de prescrire. Hein, et les chiffres, ils vont baisser à cause de ça. C'est une pression psychologique qui est bien connue. Mais qui est-ce qui va en subir les conséquences? Ce sont nos malades. Hein, parce que nos malades qui sont vraiment malades, ils ont vraiment besoin de cette prescription d'arrêt maladie quand ils sont pas en état d'aller travailler. Et si tous les médecins, par peur d'être ciblés, d'être agrafés, hésitent à prescrire, qui va en subir les conséquences? C'est les patients. Bon, donc merci Jean-Christophe. Que va-t-on faire? Que va faire MG France face à ça? Nous allons donc continuer à dénoncer publiquement ces redressements statistiques comme nous le faisons là, parce qu'au lieu de redresser, en fait, ils tordent les chiffres et on voit bien que les médecins ciblés, la plupart d'entre eux n'ont pas les profils classiques de gens qui prescrivent trop. Ça existe, c'est vrai, comme dans tous les métiers, mais là, en fait, on se heurte au fait que ce sont des gens tout à fait consciencieux et qui se retrouvent très, très perturbés. Donc ça, vraiment, il faut arrêter ces redressements intempestifs. Ou si on en avait discuté ensemble avec la CNAM dès le début, peut-être qu'on aurait évité tout ça et évité ce que j'appellerais des débordements, parce que malgré tout, c'est des victimes médecins qui sont en face. Nous allons continuer à accompagner les médecins généralistes partout en France dans les commissions où elles se tiennent. Malheureusement, les commissions des pénalités, même si les constats sont faits, les avis ne sont pas toujours suivis. Les directeurs de caisse ont la liberté de décider ce qu'ils veulent. Certains disent publiquement qu'ils veulent obéir aux consignes de la CNAM. Donc ça, est-ce que ce sont des discours de leur part ou une réalité, nous ne pouvons pas le savoir. Mais quand il y a des situations telles que celle-là observées, il faudrait vraiment arrêter les poursuites. S'il faut, nous accompagnerons les médecins, y compris dans des procédures judiciaires si ça le nécessite. Donc, je vous propose qu'on arrête là cette première partie et qu'on vous donne la parole si vous avez des questions sur ce premier sujet, sur les arrêts de travail. Nous sommes à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à nous dire que vous avez une question ou un commentaire à faire. Apparemment, on a été super clair, hein, parce que. Bon, donc on va embrayer sur les négociations et puis s'il y a des questions qui vous viennent entre. Voilà des questions. Alors, de combien de médecins parle-t-on? Eh bien, on parle, la CNAM a ciblé 1 millier de médecins pour proposer au départ des mises sous objectifs, hein, puisque l'idée de la CNAM, c'était qu'il fallait aider les médecins, entre guillemets, à réduire leurs prescriptions. Donc, on leur met des objectifs et puis voilà. Bien évidemment, nous avons contré cette campagne en conseillant aux médecins de pas accepter la mise sous objectif, parce qu'effectivement, la mise sous objectif, c'est un objectif à tenir et c'est la pression psychologique permanente. Et c'est effectivement devant le malade, celui-là a une jambe cassée, je l'arrête, celui-là a une jambe cassée, je l'arrête, et puis celui-là a une jambe cassée, je ne l'arrête pas parce que j'ai dépassé mon quota. Donc c'est inacceptable. C'est une violation totale de notre indépendance professionnelle, ce principe de la MSO. Donc effectivement, sur 1000 médecins au départ, il y en a eu à peu près la moitié qui ont refusé cette MSO, et puis il y a eu des procédures abandonnées, et on se retrouve à peu près avec 300 personnes qui sont traînées devant les commissions de pénalité financière en vue d'une mise sous accord préalable de leur prescription.
Alors, la deuxième question, avez-vous des tendances sur la diminution des IJ? Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que cette campagne s'est faite sur des chiffres de 2022, où il y avait encore l'impact de l'épidémie de Covid. Rappelez-vous, à l'automne et à l'hiver, on a été quand même très, très impactés, et non pas sur les chiffres 2023. Et les chiffres qui sont sortis 2023 montrent, avant la campagne de la CNAM, qu'il y avait une diminution des IJ, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'épidémie, et nous, nos façons de prescrire n'ont pas changé. On ne s'est pas mis à prescrire à tout le monde des arrêts de travail non justifiés. On a les mêmes critères de prescription depuis 2019 et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant parce que la diminution ne porte pas uniquement sur la CNAM, ça porte bien évidemment sur des motifs médicaux. Épidémie, pas épidémie, enfin, vieillissement de la population, enfin, des choses comme ça. On n'a pas encore les chiffres depuis le lancement de la CNAM, de la campagne de la CNAM. Donc, peut-être que la CNAM peut répondre à cette question, mais nous pas. Ce que je remarque, même hier où j'étais dans mon cabinet, c'est que inévitablement, quand on prescrit un arrêt de travail, on se dit mais est-ce que c'est bien légitime, est-ce que pas, je lui propose pas. Ça joue donc de façon temporaire, comme les campagnes d'avant. C'est vrai qu'il y a un frein psychologique pour nous tous à la prescription du J, et c'était ça le but recherché. Lors des autres campagnes, il y a eu le même effet. Il faut noter que c'est temporaire parce que, évidemment et heureusement, après, ce sont les sujets de santé, et la question posée, c'est qu'est-ce qui est mieux pour le patient que j'ai devant moi et non pas qu'est-ce qui est mieux pour le ministre de l'économie. Alors, est-ce qu'on a interpellé Thomas Fatome sur le sujet? Bien évidemment, on a eu des contacts avec l'assurance maladie, notamment sur des dossiers particuliers qui nous semblaient tout à fait excessifs. La réponse est en général constructive, c'est-à-dire qu'on analyse les propos qu'on tient et on nous donne des arguments en face. Mais il reste qu'on a une divergence d'analyse sur la méthode statistique, de redressement statistique, qui nous paraît avoir des effets de bord beaucoup trop importants. Et une des réponses faites, c'est qu'il y a eu des campagnes comme ça très régulièrement et qu'il n'y a rien de nouveau. Eh ben, on pense que ces redressements sont probablement différents de ceux qui ont été effectués dans les campagnes précédentes, puisque le profil des gens qu'on voit n'est pas le même. Oui, mais tout à fait. D'ailleurs, la CNAM nous a donné des indications techniques qui montrent qu'ils ont pris en compte des redressements, entre guillemets, statistiques qu'ils ne faisaient pas auparavant. Mais je crois qu'il y a besoin de beaucoup perfectionner ces redressements statistiques parce que pour l'instant, ils produisent des résultats qui sont, à mon avis, très dangereux pour le moral de la profession, là. Alors, pensez-vous qu'il y ait des choses à changer dans la façon dont on prescrit des arrêts de maladie aujourd'hui? Alors, peut-être faire l'autodéclaration des arrêts très courts, hein, comme au Portugal et comme dans d'autres pays. Mais là, c'est pas de ça dont on parle, puisqu'on parle du coût des arrêts de travail. Et le coût des arrêts de travail, ce sont pas les arrêts très courts. Ce que nous, médecins, appelons des arrêts courts, c'est moins d'une semaine. Alors que ce que les statisticiens, économistes et autres appellent des arrêts courts, c'est des arrêts d'un mois. Pour nous, c'est déjà des arrêts longs, hein. Je le mentionne parce qu'on n'a pas le même ressenti des choses. Après, nous, on prescrit les arrêts de maladie aux gens qui ne sont pas en capacité d'aller au travail et qu'il faut arrêter. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus. Comme on l'a dit, l'accès aux soins de second recours, le vieillissement de la population, les problèmes psychiatriques. Donc ça, on peut analyser avec la CNAM, et on est prêt avec les autres intervenants, le ministère, les causes. Mais ça a déjà été fait en 2019 et il y avait eu des préconisations parce que ce sujet, c'est le marronnier du monde de la santé, je dirais, les IJ. Parce que c'est vrai que c'est un coût important, donc on comprend que ce soit un marronnier. Il y a aussi sur les indemnisations un vrai sujet, parce qu'en fait, dans l'augmentation du coût, il y a l'augmentation des indemnités. Et nous, on n'est pour rien là-dedans. Nous, on prescrit l'arrêt. Mais de savoir le montant de l'indemnisation, c'est un autre sujet et qui explique l'augmentation de l'enveloppe. Et là, ça ne nous concerne pas, nous, directement. Donc, Jean-Christophe, les 300 personnes, c'est des mises sous objectifs effectives? Non, alors c'est pas des mises sous objectifs. Les 300 qui restent, c'est des mises sous accord préalable des prescriptions, hein. Donc ça, c'est des choses qui passent par les commissions de pénalité dans lesquelles on intervient pour défendre les confrères. Et puis ensuite, les directeurs de caisse prennent la décision effectivement de mettre ces personnes sous accord préalable. Donc c'est pas encore, on n'est pas encore tout à fait au bout de cette campagne de MSAP, mais à partir de là, les confrères
donc prescrivent, mais voient leur prescription contrôlée systématiquement par le service médical de l'assurance maladie. Hein, donc c'est pas quelque chose qui interfère, si vous voulez, sur la prescription elle-même, mais il y a quand même un contrôle a posteriori qui peut remettre en cause la prescription du médecin. Alors, vous dites que les profils changent par rapport aux autres campagnes. Quel est le profil des médecins visés? Les profils, ils sont très divers, mais parce que les patientèles de médecine générale sont très diverses. Un vieux médecin mâle comme moi a beaucoup de patients âgés en ALD. Une jeune médecin comme celle qui s'installe actuellement a souvent beaucoup de pédiatrie et beaucoup de gynéco, par exemple. Et puis, avec l'implantation du cabinet, quand on est en pleine campagne, on a surtout des agriculteurs. Et quand on est en périphérie d'une ville, on a surtout des gens qui ont des emplois industriels. Et quand on est en centre-ville, on a surtout des jeunes cadres dynamiques. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les patientèles de médecine générale, elles sont très variées. Et donc, elles sont difficiles à ranger dans une statistique unique. Je sais que l'assurance maladie aimerait bien, parce que ça facilite la fabrication de tableaux Excel, avoir des patientèles bien standardisées où tout le monde voit les mêmes cas et fait la même chose et prescrit la même chose. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Pensez-vous que le télétravail puisse amener à reconsidérer certains arrêts? Donc, dans votre question, je vois deux aspects différents. D'abord, le télétravail des médecins, c'est les téléconsultations. Et là, on a vu les dérives des prescriptions d'arrêt de travail par les plateformes de téléconsultation. Donc, ça pose la question de toutes les dérives de ce type d'organisation professionnelle, de médecins qui ne connaissent pas les patients, qui n'ont pas leur dossier, qui les voient en one-shot comme ça, qui les examinent pas et qui font des arrêts. J'imagine que là, des arrêts de complaisance, doit y en avoir beaucoup plus que nous qui connaissons les gens. Et nous, on voit bien nos patients qu'on connaît et qu'on suit au long cours. Quand ils rentrent dans le cabinet, on dit « Oh là là, celui-là, il va pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Quelqu'un qui ne connaît pas le patient et qui le voit sur un écran, c'est totalement différent. Après, le télétravail a ses avantages et ses inconvénients. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait pesé les modifications que ça entraîne. On est en train de revenir, je crois, dans le monde du travail sur la pénibilité du télétravail. Donc, ça peut diminuer certains arrêts de travail puisque ça permet de poursuivre quelqu'un qui a une jambe cassée pour qui l'ambiance au travail est correcte. Il peut effectivement, probablement, faire du télétravail. Mais quelqu'un qui a une souffrance morale au travail en télétravail, je suis pas sûre que ça n'augmente pas les arrêts. Donc, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions générales. Mais c'est vrai qu'effectivement, le télétravail peut être un moyen de ne pas s'arrêter totalement quand on a un problème de santé somatique et que ça concerne un emploi de bureau, par exemple. Hein, c'est un outil parmi d'autres. Est-ce qu'on a répondu à tout? On va aborder la deuxième partie. Il y a Alors. Marie Foult, tu veux poser une question? Oui. Ah. Oui, alors c'est sorti de notre écran sur le chat. Là, si Marie Foult peut prendre la parole pour nous poser sa question directement. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Pardon, je suis au salon des maires de France, donc il y a un peu de bruit derrière moi. En fait, non, j'avais juste posé dans le chat la question, savoir ce que vous pensez de l'article 27 dans le PLFSS, puisqu'il y a des mesures sur les arrêts de travail dans le PLFSS, voilà, qui étaient introduites par l'Assemblée, qui ont été un petit peu modifiées par le Sénat. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, ce que vous en pensez. Merci beaucoup. On a communiqué là-dessus largement sur le fait que les employeurs puissent commanditer des médecins pour faire des contrôles sur leurs salariés. Le fait, ça existe déjà. La différence, c'est qu'ils aient un droit qu'on pourrait appeler de vie ou de mort sur les indemnités journalières avec des salariés qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans revenus alors qu'ils sont en incapacité d'aller au travail. Donc ça nous pose un vrai gros problème. Surtout dans les cas de souffrance morale au travail, bien évidemment, et d'indépendance de notre profession, et d'avoir un médecin comme ça qui employé par l'employeur, payé par l'employeur, qui décide si l'arrêt doit être maintenu ou pas et du bien fondé de notre arrêt ou pas.
indépendamment du médecin conseil, ça nous pose problème. La CMP qui a eu lieu hier a été non conclusive. Donc, de toute façon, c'est l'Assemblée qui va décider. Donc, le fait que le Sénat ait amendé, pour l'instant, on peut pas en dire grand-chose car c'est probablement pas la version finale qui sortira. Ça nous pose un gros problème, hein. Rappelez-vous les suicides chez Orange. Bon, c'est un cas d'école, mais on peut se retrouver avec des situations comme ça qui se multiplient et avec des maintiens au travail de gens qui auraient besoin vraiment, qui ne peuvent pas y aller, tout simplement. Oui, et puis effectivement, le problème, c'est le recours au droit. C'est-à-dire que si un médecin mercenaire interrompt les indemnités journalières dans un cas de souffrance morale au travail, va y avoir effectivement une personne qui est en détresse psychologique, qui va se retrouver sans indemnité journalière, qui va pas savoir comment faire marcher les recours, et ces recours, de toute façon, prendront du temps. Donc, si la suspension des IJ était immédiate, eh bien, ça entraînerait en fait des gros problèmes de trésorerie pour ces gens-là, qui sont certainement pas, en cas général, des gens qui peuvent se permettre de pas toucher de salaire pendant un mois. Hein. Donc, effectivement, on va obliger des gens qui sont en souffrance au travail à retourner au travail. C'est terrible. Et donc, il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, n'est pas correct, c'est que l'argumentaire est de dire que ça diminue les arrêts de complaisance. Or, les arrêts de complaisance, on en a parlé tout à l'heure avec les plateformes de téléconsultation, sont des arrêts très courts. Donc, on ne pourra pas mandater un autre médecin sur un arrêt de 3 jours. Donc, c'est pas les arrêts de complaisance que ça vise. C'est bien des arrêts, en tout cas, suffisamment longs pour permettre ça. Et là, on va se retrouver avec les patients qu'on arrête nous d'habitude et qui sont des patients qui ne peuvent pas aller au travail. Donc, il y a vraiment quelque chose qui risque de dysfonctionner et de nous poser un vrai problème social, hein, à l'échelle du pays. Voilà, c'est un vrai souci. Bien, si on a épuisé les questions sur ce sujet, on va passer au deuxième volet de cette conférence de presse. Et donc, probablement, comment te demander, Agnès, comment tu abordes la reprise des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie? D'abord, nous sommes heureux de cette reprise des négociations conventionnelles parce que c'est vrai que le fait que nous n'ayons pas signé l'accord proposé en février dernier n'est bon pour personne, ni pour la population, ni pour la profession. Nous avons besoin d'avancer pour que la population soit soignée et on a vu que ça allait pas du tout et le règlement arbitral n'est bon pour personne. Donc d'abord, nous sommes heureux d'avoir une lettre de cadrage qui correspond à des grandes lignes que nous soutenons, à savoir l'attractivité de la profession pour que les gens reviennent et s'installent comme médecins généralistes traitants, la gradation des soins entre les médecins traitants et les autres spécialités, parce qu'on en parlait pour les indemnités journalières. On a besoin de nos collègues spécialistes d'organes, comme on dit, en rhumatologie, en traumatologie, en psychiatrie, enfin dans toutes les spécialités. Et les difficultés à avoir un rendez-vous sont aussi une des causes de prolongement des arrêts de travail. Donc en tout cas, nous sommes très heureux de retourner autour de la table. Mercredi dernier, nous avons eu la première séance qu'on appelle multilatérale avec tous les autres syndicats et l'équipe de la CNAM qui s'est passée dans une ambiance très sereine, je dirais, de co-construction. Donc effectivement, il semblerait qu'on ait changé de façon de faire. Donc ça, nous en sommes très heureux. Les sujets vont être compliqués, il va falloir beaucoup réfléchir ensemble parce que chaque sujet, comme on en parlait sur les arrêts de travail, est compliqué. Donc si on veut arriver à construire ensemble des solutions qui seront portées par tous, c'est ça pour que ça marche, il faut à la fois que les professionnels, la population, la CNAM, le ministre, enfin que tout le monde soit porteur de la solution proposée. Donc ça va nous demander à réfléchir beaucoup parce que évidemment rien n'est simple en matière de santé. Bien. Et quelles sont les demandes d'MG France donc dans cette est-ce qu'on peut préciser un petit peu sur quelle piste on va partir? On peut presque poser la question aux journalistes qui sont là parce que évidemment ce qu'on demande n'a pas changé. D'abord, primo, c'est compenser l'inflation, hein, parce que nos cabinets médicaux, nos frais professionnels, comme tous les autres gens en France, se sont confrontés à l'augmentation et à l'inflation. Les salaires des salariés, les loyers, EDF, enfin bref, j'ai pas besoin de vous faire la liste. Donc, primo, évidemment, c'est compenser l'inflation.
Ensuite, c'est construire le système de santé et vraiment imaginer des solutions qui sont adaptées pour soigner la population. Il n'y aura pas de recette miracle. On va pas pouvoir soigner tout de suite tous les Français partout aussi vite qu'on le veut et aussi bien qu'on le veut. Mais il faut construire des solutions qui font que l'avenir se profilera de façon satisfaisante et qu'on va améliorer l'accès aux soins. C'est vraiment prioritaire. Donc, comme on disait, il faut répondre aux besoins de la population, pas forcément aux demandes intempestives, n'importe quelle heure, n'importe quand. Un certificat médical pour le sport, c'est pas forcément à minuit, un lundi soir. Donc, il y a des choses comme ça où il faudra quand même se poser la question, qu'est-ce que c'est un besoin en santé? Qu'est-ce que c'est une demande de santé d'un besoin non justifié? Il faut une gradation des soins et il faut surtout, pour les médecins traitants, pour les médecins généralistes, que la fonction médecin traitante soit attractive pour que notre profession, les jeunes viennent s'installer comme médecins traitants, comme médecins de famille, pour soigner les gens dans la durée. Ça, c'est essentiel. Et arrêter la fuite de notre profession vers des niches plus lucratives. Au passage, je salue l'initiative intempestive de la SNCF avec ses plateformes de téléconsultation dans des gares, d'ailleurs fermées, puisque la SNCF elle-même favorise les déserts, non pas médicaux, mais les déserts L'aménagement du territoire. l'aménagement du territoire. Donc peut-être qu'il ferait mieux de s'occuper de leur propre fonctionnement. Donc ça, c'est des initiatives qui déconstruisent et qui désorganisent l'offre de soins, qui va drainer des professionnels vers des activités one-shot lucratives et non pas vers la médecine dont on a besoin, à savoir s'occuper des patients plus vieux, plus compliqués, plus lourds. Nos consultations aujourd'hui sont plus longues qu'avant. C'est pour ça aussi que dans une journée, on peut moins en faire. Mais si on fait des angines toute la journée, ça c'est clair, on aura un chiffre d'affaires bien plus élevé. Donc, il y a quelque chose comme ça à quoi il faut réfléchir. C'est ça, pour trouver une priorité. Voilà, pour que la fonction médecin traitant redevienne attractive et que la population trouve quelqu'un qui les aide et qui les oriente dans le système de santé. Il faut aussi que le médecin traitant soit aidé dans son travail, parce que pour soigner cette population qui vieillit, qui est impactée par les maladies chroniques, on ne pourra plus progressivement le faire seul. Il faut qu'on travaille avec des secrétaires, des assistants médicaux, des infirmières de santé publique azalées, des IPA, des médiateurs en santé, partout où on en a besoin, car c'est ça qui va nous permettre, comme dans les autres pays développés, de prendre en charge l'ensemble de la population. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ces unités médicales de proximité, qui est l'appellation qu'on leur donne, qui nous aident à prendre en charge la population, évidemment en coordination avec les autres professions de santé. C'est ce système de santé qu'il faut construire. Donc là aussi, c'est tout un chantier. Et c'est ça qui nous permet de rester quand même optimistes. Si on arrive à signer un accord conventionnel dans quelques mois, l'avenir n'est pas bouché, il n'y aura pas de solution miracle, mais on va construire l'avenir ensemble. Donc, de nouveau. Avez-vous des questions? Voilà, on est à votre disposition. On est tout oui. Alors, vous pouvez soit lever la main, soit mettre un message sur le chat, mais c'est peut-être plus vivant de lever la main. Comme vous voulez. Alors, Marie Foult à nouveau. Je voulais savoir si les bilatérales, enfin j'ai vu le calendrier, donc il y a 2 autres grandes multilatérales et il y a aussi des petites bilatérales qui se poursuivent et des focus thématiques. Est-ce que ça s'est déjà réenclenché en fait les bilatérales ou ou est-ce que le dialogue n'est jamais rompu en fait? Le dialogue n'est jamais rompu, ça c'est sûr, il ne l'a jamais été, même si on est fâché sur certains sujets. Heureusement, on se parle pour avancer les choses au bénéfice de tous. Il n'y a pas de bilatéral programmé à ma connaissance. Il y a des focus group avec tous les syndicats sur des sujets plus précis. Donc, ça va démarrer cet après-midi par le premier focus group sur la médecine générale. Donc, nous allons réfléchir tous ensemble sur le sujet. Le programme est disponible. Hein, oui, le programme est sur le site de l'assurance maladie. Hein, voilà. Et donc, les focus group, on le rappelle, c'est bien ouvert à tous les syndicats. Et c'est pas le nombre de syndicats qui est limité, c'est pas des bilatérales, mais c'est des sujets techniques qu'il faut explorer parce que on se doute qu'ils peuvent faire obstacle à une résolution de problème.
Par exemple, je vois qu'il y a une question, mieux reconnaître la spécialité généraliste par rapport aux autres spécialités. Il y a une question, voilà. Alors, mieux reconnaître la spécialité de médecin généraliste, est-ce que c'est mieux reconnaître? Je dirais pas ça. C'est reconnaître enfin que c'est une spécialité. Donc, il faut arrêter de séparer les médecins généralistes et les spécialistes, puisque nous sommes des spécialistes au même titre que les autres. Donc, on parle de diminuer le différentiel de rémunération, puisque ce différentiel est en moyenne de 30% entre un médecin généraliste et un spécialiste en médecine générale et un autre spécialiste. Donc, ce différentiel, évidemment, entraîne une attractivité bien plus importante vers les autres spécialités, qui explique que l'année dernière, enfin, c'est un des facteurs qui existe, que l'année dernière, nous ayons perdu 500 généralistes, alors que les autres spécialités ont gagné 1300 autres spécialistes. Et alors qu'on a besoin de plus en plus de médecins généralistes. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réduire ce différentiel pour que les spécialités deviennent aussi attractives les unes que les autres. L'annonce de la SNCF des télécabines. Les télécabines dans les gares, les plateformes de téléconsultation, les télécabines ailleurs, dans les supermarchés et partout, c'est pareil. Va falloir qu'on réfléchisse pendant les négociations pour effectivement que ce type d'activité soit moins lucratif et que du coup, ça attire moins de gens. Hein. Moins valorisé, en tout cas. Voilà. Parce que ça répond quand même à un problème qui est la demande de soins immédiats, qui n'est pas toujours très fluide en médecine générale parce qu'on est tous débordés. Mais quand même, il faut bien reconnaître que la spécialité médecine générale, c'est une spécialité parce que nous sommes spécialisés dans la prise en charge des malades lourds, multimorbides, dans la durée. Et ça, personne d'autre que nous ne sait le faire. Et personne d'autre que nous le fait. Et notamment pas les gens qui sont en télécabine. Alors, avez-vous des idées à proposer sur la maîtrise de prescription, limiter la surconsommation française d'antibiotiques, par exemple? Donc, comme on vous disait tout à l'heure, chaque sujet est intéressant. Il n'y a pas de sujet tabou. On peut discuter de tout, des indemnités journalières, des antibiotiques, voilà. Mais il va falloir d'abord voir quels sont les leviers, sur quoi il faut peser. Et donc, la campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique. Par exemple, en visant la population générale, nous avait beaucoup aidé à réduire la prescription, parce qu'il y a la pression des patients aussi. Mais pour d'autres prescriptions, ça peut être l'hôpital qui prescrit et nous, on a des difficultés à arrêter. Il y a beaucoup de raisons et de facteurs qui expliquent qu'il y a une surconsommation de radio, de médicaments, de beaucoup de choses. Donc, il va falloir qu'on analyse pour chaque chose les déterminants et qu'on voit comment, dans une action globale, on peut jouer sur les différents déterminants. Tout ne dépend pas que de nous. Mais bien sûr, quand il s'agit non pas d'économie, mais de santé publique, nous sommes partants pour réfléchir à la façon de mieux soigner la population. Donc ça, nous partageons cet objectif-là. Si en plus il est santé publique et économique, bon, ben pourquoi pas. Mais c'est d'abord la santé publique qui doit nous guider. Donc il n'y a pas d'idée magique là encore, sinon on l'aurait déjà fait, parce que les choses sont plus compliquées et multifactorielles. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous allons avoir à beaucoup travailler, beaucoup réfléchir. Alors, est-ce qu'il faut un différentiel de tarifs entre les consultations présentielles et les autres? C'est une bonne question. Merci de la poser. Faut en tout cas probablement pas que le tarif de la téléconsultation augmente. Ça, c'est clair. Donc, ce qui fera déjà un différentiel, mais bon, c'est à réfléchir. Là encore, faut voir en fonction de quoi, qui. La téléconsultation du médecin traitant, c'est pas la même téléconsultation qu'une téléconsultation de plateforme. Donc, faut qu'on réfléchisse à tout ça. Ce ne sont pas des sujets simples. Comment on peut définir un médecin généraliste traitant? Nous le savons dans notre activité, mais statistiquement, comment on le reconnaît? Qu'est-ce que c'est? Comment on le définit? Va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble à toutes ces questions-là qui ne sont pas si simples qu'elles apparaissent. Et puis notre but n'est pas de pénaliser les médecins qui téléconsultent d'une façon générale. C'est simplement, notre but, c'est de valoriser l'action du médecin traitant, de celui qui coordonne le dossier d'un patient. Et d'améliorer le système de santé pour qu'il réponde aux besoins de la population. Donc c'est ça qui nous préoccupe.
Il y a Corinne Duhamel qui veut poser une question. Oui, oui, bonjour. Justement, pour revaloriser le médecin traitant, est-ce qu'il ne faut pas jouer sur le forfait patiental médecin traitant? Est-ce que vous avez des demandes particulières, j'imagine, à faire lors des négos sur ce sujet? Bien évidemment. Merci beaucoup. Et comme ça, vous rappelez nos fondamentaux. Peut-être que je ne l'avais Oui. pas. Bien évidemment, le forfait médecin traitant est l'outil de base pour que cette fonction soit revalorisée. Donc là encore, nous allons en discuter avec la CNAM et avec les autres syndicats. Je pense que pour les médecins traitants, ça doit être le principal levier. Il y a aussi la consultation longue du médecin traitant, parce qu'on vous le disait tout à l'heure, nos consultations sont beaucoup plus longues qu'avant. Donc pour au moins un certain nombre de patients, il va falloir, au même titre que la visite longue, quand ils viennent à notre cabinet, qu'on puisse avoir une consultation longue qui est bien différente de la consultation d'une angine, par exemple. D'accord. Alors, le plafond de téléconsultation plafonné à 20% de l'activité totale, qu'est-ce que tu penses de relever le plafond? Alors, en tout cas, il faut laisser des verrous, puisque le président de la République avait dit qu'il fallait faire sauter les verrous. Là, on n'est pas d'accord, parce que justement, ils sont insuffisants, les verrous, puisqu'ils permettent les télécabines dans les gares et d'autres systèmes qui vont complètement qui risquent de nous déséquilibrer l'offre de soins. Donc, des verrous, il faut les mettre, peut-être pas partout, c'est à réfléchir. Comme on disait, les téléconsultations du médecin traitant, c'est pas les mêmes téléconsultations de quelqu'un qui n'a pas le dossier du patient, qui ne peut pas le revoir si ça va pas, qui ne le reverra pas de toute façon. Donc, il y a des différences à faire. Il y a aussi les psychiatres. Il y a peut-être des différences par spécialité. Voilà, par spécialité. Donc, il va falloir qu'on analyse, c'est ça le travail qui nous attend, qu'on analyse finement les avantages, les inconvénients, les risques, et qu'on décide tous ensemble de ce qu'il convient de faire, enfin, de ce qui est le mieux pour soigner la population, en fait. D'autres questions? Alors, ne pas revaloriser les consultations faites sur les plateformes de téléconsultation, est-ce que c'est bien notre optique? Ah oui, je pense que ça, c'est une optique partagée d'ailleurs. Et c'était dans le règlement arbitral déjà. Et quand on en avait discuté lors des dernières discussions conventionnelles, tout le monde était d'accord là-dessus, l'ensemble des syndicats. Parce que faut vraiment voir que ce type de désorganisation est toxique pour la population, quoi. Voilà. Puis les plateformes de téléconsultation, leur activité, c'est quand même essentiellement des problèmes ponctuels et simples, parce qu'on imagine mal qu'une plateforme réponde à des demandes complexes de patients polypathologiques âgés à leur domicile. Donc c'est de la médecine pour les jeunes cadres dynamiques qui ont un petit bobo en pratique. Et c'est ce que disent les statistiques d'ailleurs. Et avec des durées de consultation très courtes, de l'ordre de 5 minutes. Donc effectivement, c'est pas du tout le versant le plus complexe de notre activité. C'est un versant utile, qui a une utilité bien évidemment, mais qui n'a pas la même utilité en tout cas sur la santé globale de la population. D'autres questions? On vous a tout dit pour aujourd'hui alors. Bon. Eh bien, quelques mots de conclusion peut-être, Agnès? Alors, pensez-vous de l'idée de prescrire de l'activité physique adaptée? Ah ben ça, on a tout pour. Encore faut-il qu'il y ait des activités physiques disponibles sur les territoires. Mais bien évidemment, on préfère prescrire de l'activité physique adaptée plutôt que des médicaments. Peut-être que ça va coûter de l'argent aussi, donc on va nous dire qu'on dépense trop. Bon, mais bien évidemment, ça c'est une bonne chose. En tout cas, vous voyez, le sport santé, l'activité physique adaptée, c'est encore une idée MG France, puisque historiquement, c'est le docteur Alexandre Feltz qui a lancé ça à Strasbourg, qui a lancé cette idée qui est effectivement un facteur d'amélioration de la santé publique, très clairement. Donc oui, la téléconsultation a un tarif qui n'a pas été modifié dans le règlement arbitral, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Oui, ça
c'est la tendance qui semble acceptée par tout le monde, en tout cas, de dire que une téléconsultation de plateforme n'a pas la même valeur qu'une consultation du médecin traitant dans son cabinet, avec en face un patient lourd. Non, mais là, c'est l'ensemble des téléconsultations qui n'ont pas été revalorisées. Donc, ça fera partie des sujets sur lesquels il faudra qu'on réfléchisse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour, donc on va affiner la réflexion tous ensemble. Et essayer d'éviter les effets pervers. Qu'on avait signalé dès le début des téléconsultations et qui n'ont pas été peu été pris en compte. Voilà. Très bien. Bon. Encore des questions ou pas? Eh bien, on vous remercie. On reste à votre disposition si vous voulez échanger avec nous. Vous connaissez tous nos coordonnées. Bonne fin de journée et on va continuer à avancer pour le bénéfice de la population. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.